Et il me dit, il y a le président qui m'a dit, Fournet-Fayard, qu'est-ce que je voulais faire? Je dis: «Bah, tu es mort. Tu as été traité de sac à merde et le président, donc responsable à la fédé, il vient te demander à toi l'entraîneur, qu'est-ce que tu veux faire?» Tu dis quoi comme réponse? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des légendes. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre épisode avec Jean-François Jodard. On va parler de sa carrière d'entraîneur, notamment au sein de l'équipe de France comme adjoint d'Henri Michel, mais aussi avec les jeunes, la promo Zidane Dugarry, le championnat d'Europe U18 en 97, le championnat du monde U18 en 2001. C'est parti. Comment tu te retrouves, toi, à bosser pour Aimé? Je pose la question parce que comme on a eu Jean Galis il n'y a pas longtemps, Jean Galis, c'est Aimé un petit peu qui lui trouve le poste à la Fédé. Toi, c'est pareil ou comment tu te retrouves là-bas? Non, moi j'ai donc fait, quand j'ai quitté Strasbourg, je suis parti à Montceau-les-Mines parce que j'avais un coup de cœur pour le président qui vient de décéder il y a peu de temps, monsieur Plieux là, qui était, il était venu me voir et comme ça m'arrive de temps en temps, voilà, le truc était passé et j'ai dit: «J'ai envie de travailler pour ce mec» et j'y suis allé, on était en CFA à l'époque, donc j'ai fait les années, après on est remonté. J'ai fait mes 4 saisons. Moi, c'est 4 par 4. J'ai fait pas exprès. C'est 4 par 4 et j'ai fait mes 4 années et à la fin, au milieu de la 4e année, il y a Henri Michel qui était donc le directeur technique et le sélectionneur de l'époque. Il est venu avec Jean-Pierre Morland qui était le directeur technique adjoint. Il est venu me proposer d'être son adjoint. Il se séparait de Jean Djorkaeff qui était resté un petit peu avec lui et m'a proposé le poste d'entraîneur adjoint tout de suite de l'équipe de France. Donc bah, ouais, être entraîneur à Montceau-les-Mines, on vient de proposer de travailler à la fédération comme entraîneur adjoint. Forcément, j'ai dit tout de suite oui, quoi. Donc voilà, je me suis retrouvé à la fédé. Au départ, j'étais engagé parce que j'étais l'adjoint d'Henri Michel à l'équipe de France. Et à l'époque, quand on travaillait pour l'équipe de France, on devait intégrer la direction technique. Plus maintenant, je crois, hein. Mais donc, par la force des choses, j'ai été nommé entraîneur national à Et la ça, c'est en quelle fédé. année? Attends, je dis 1987. D'accord, donc c'est après la Coupe du monde 86. OK. Ouais. Henri est venu, il m'a dit: «Est-ce que t'intéresse d'être mon adjoint?» Bon, moi, j'avais côtoyé Henri, hein, en tant que joueur, hein, puisque à l'époque, quand moi j'ai fait les sélections nationales, il était lui le capitaine de l'équipe. Donc voilà, on avait eu de bonnes relations, mais je m'attendais pas du tout à ce qu'il vienne me proposer ce poste. Bon et pour moi, bah, c'était c'était formidable quoi pour moi, Ouais. hein, Et comment tu vis l'éviction un peu honteuse d'Henri Michel avec ce putsch, de Fournet-Fayard, de Bèze, et l'arrivée de Platini en 88? Ouais, ça c'est bon déjà Henri, c'était pas quelqu'un qui avait de bonnes relations avec les médias, hein. Une fois, il avait pas envie d'y aller, il me dit: «Tu envie de» bon, je m'excuse de vous dire ça, il me dit: «Tu envie d'aller voir, nos amis les bêtes?» Je dis: «Pourquoi tu je dis: «Pourquoi tu pas envie d'y aller?» Donc Henri n'avait pas une excellente relation avec, la presse parisienne surtout, un truc comme ça. Donc ça, c'est difficile et puis après, bah, au niveau des résultats, c'est sûr que l'équipe, c'était compliqué et puis il y avait une génération de joueurs, qui voulaient venir, pas venir. Il y avait, je me souviens, Battiston et puis il a eu le gros problème avec Éric Cantona. Quand Éric l'a traité de sac à merde, hein, On avait parlé de ça ou pas avec toi et ouais. lui justement? Ouais. Ouais, bah, et Henri, donc ça venait de se passer, en discutant, Henri, il me dit, «Il y a le président qui m'a dit, Fournet-Fayard, qu'est-ce que je voulais faire?» Je dis: «Bah, tu es mort». Le président, il me dit: «Qu'est-ce que tu as été traité de sac à merde?» et le président donc responsable à la fédé, le premier, il vient te demander à toi l'entraîneur: «Qu'est-ce que tu veux faire?» Tu dis quoi comme réponse? Si tu dis: «Je veux qu'il soit suspendu», paf, tu as toute une partie de la presse qui dit: «C'est pas normal, il est pas psychologue, pour un écart de langage, il le vire». Si tu dis: «Bon, c'est pas grave, faut passer», la presse, il est faible et tout. C'est ça que j'ai appris. Tu peux dire la même phrase et les médias, ils peuvent interpréter de toutes les façons. Et le problème, c'est que les médias, ils écrivent et ils parlent. Donc, faut faire. C'est pour ça que c'est très très compliqué le truc dans la communication, très compliqué. Donc voilà, je lui ai dit: «Écoute, t'es mort». J'ai dit: «Le président, il aurait dû te dire: Henri, laisse tomber, c'est pas ton problème.
je suis le président de la fédé, on prend telle décision. Ah, et le président, lui, hop, il se décharge du truc et il dit à la presse, bah, c'est Henri qui doit choisir. Bah, je dis, t'es mort. Parce que, voilà, quoi que tu fasses, tu vas avoir une partie de la presse qui va aller Contre contre toi. ce que tu dis. Toi, Mmh. c'est ça qui est compliqué. Et c'est là où tu vois, c'est là où Fournier-Fayard n'a pas été très, Très gentleman. je dirais pas très correct, parce que à mon avis, il l'a fait exprès. Il avait pas envie, lui, Mmh. Ouais. de prendre la responsabilité. Mais alors, Dans les est-ce que j'avoue que c'est une période qui nous fascine beaucoup, Guillaume et moi, parce que nous, on est, à une époque, on est né en 77, hein, donc ouais. nous, à l'époque, on découvre le foot, l'équipe de France est exceptionnelle et on n'arrive même pas à imaginer que l'équipe de France puisse ne pas être parmi les meilleurs du monde. Donc après 86, quand Platini prend sa retraite et que l'équipe de France patauge complètement, c'est une sensation complètement nouvelle pour nous et complètement inconnue. Mais toi qui as connu l'époque Boulogne-Kovacs, toi qui vois ça de l'intérieur maintenant, est-ce que tu penses que Michel était condamné? Est-ce que tu penses qu'ils l'ont lâché à cause de ses résultats ou est-ce qu'ils l'ont lâché parce qu'ils voulaient absolument avoir Platini comme sélectionneur parce que l'occasion était trop belle d'avoir le retour de l'enfant prodigue comme sélectionneur? C'est un peu des deux. C'est quoi toi qui étais de l'intérieur à cette époque-là, qui voit cette génération de joueurs qui a beaucoup de talent mais qui a peut-être du mal à confirmer? Tu as une transition qui est aussi très mal préparée par la fédération. Tu disais toi-même, Baptiston, il prend sa retraite sans prendre sa retraite. Bossis, il aurait bien voulu continuer mais personne lui a vraiment demandé. Tigana, il est parti, il va revenir après quand Platini revient. Donc c'est quoi toi ton opinion sur cet épisode et sur cette transition qui s'est assez mal passée au final? Oh, je pense que l'environnement de l'équipe, et là, notamment d'un point de vue des dirigeants, c'était pas, ouais, il y avait Michel qui arrivait, et puis, à la direction technique, il y avait Gérard Houllier aussi qui était chez nous. Ouais, Vous vous souvenez de ça? bah, pas vraiment en fait. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Bah, Gérard Houllier, il faisait partie de la direction technique, dans le à ce moment-là. Donc, quelque part, parce qu'après la succession, elle a été prise comment? C'était Michel Platini, le sélectionneur, et c'était qui l'adjoint? C'était Gérard Houllier. Je lance une hypothèse là. Donc Houillet, il a un peu sabonné la planche d'Henri Michel? Bon, c'est emmerdant pour moi de parler de ça parce que bon, Gérard est mort déjà, donc respect, voilà. Respect aux Et morts. puis j'ai travaillé sous sa responsabilité pendant longtemps. Maintenant, bon, à travers mes propos, si je vous dis j'avais une super relation avec Gérard, vous allez me dire c'est un gros mensonge. Oui, oui. Ce que je vais dire, moi dès le départ, Gérard, c'est pas quelqu'un qui saisit les opportunités comme c'est quelqu'un de carré. Gérard, il faisait jamais rien sans savoir comment il allait le faire et où il voulait aller. D'accord, il y avait rien sans arrière-pensée, tu veux dire? Voilà, Gérard, c'est quelqu'un qui sait préparer, qui sait faire ce qu'il faut, de bon, de mauvais, pour arriver à ce qu'il a envie d'être. Je sais pas s'il faut, enfin, je vais vous le dire parce que, mais réfléchissez, je pense pas pour sa mémoire et puis même pour moi, ça va rien m'apporter de plus. Quand Henri, il a engagé Gérard à la fédération. Je me souviens, dans une discussion avec Henri, parce qu'on était proches avec Henri, je lui ai dit: «Tu es mort». Il me dit: Ah, c'est «Pourquoi tu dis ça?» le loup était dans la bergerie. Je dis: «Alors voilà, c'est le mot que j'ai employé». Je lui ai dit: «Tu as fait rentrer le loup dans la bergerie». Parce que Gérard, c'est pas quelqu'un qui vient pour être le second. Gérard, il avait cette mentalité d'être, et moi j'avais un petit différend personnel parce que quand j'ai passé les diplômes à l'époque, ce qu'on appelait le 3e degré, on allait le passer, le 3e degré à Vichy. C'est la dernière année d'ailleurs que ça s'est fait à Vichy parce qu'après il y a eu Clairefontaine. Et à l'époque, ce diplôme, moi, j'ai fini major. Alors, je vous dis tout de suite, je suis persuadé que c'était pas mérité, parce qu'au point de vue entraînement, ah ben non, parce qu'un entraînement, bien sûr, j'avais envie de mettre des choses en place, mais j'avais jamais entraîné, j'avais aucune expérience, rien du tout. Ouais, mais tu avais eu Gilbert Gresse comme entraîneur et ça, c'est Non, le gars qui était le responsable du diplôme, c'était Georges Boulogne. ah, d'accord. Mais non, mais tous dans la vie, il y a une continuité. Georges, ça a été mon entraîneur en junior. C'est lui qui m'a donné ma première sélection. Il m'appréciait, alors qu'on n'avait pas de relation, mais je pense qu'il m'appréciait beaucoup. Et quand je suis venu passer le diplôme, et Gérard, lui, était entraîneur de Neux-les-Mines. Donc, et moi, je m'en foutais, franchement, très franchement, et puis je m'en fous encore. Ça n'a jamais été dit que j'étais le major, mais j'étais le major de la promotion. Mais pour Gérard,
c'est pas pareil. Parce que moi, j'ai su des choses après quand il est parti à Liverpool, que quand il fallait donner les diplômes et qu'il a demandé à la fédération, il a fait transformer un peu le truc en mettant qu'il était le major de la promotion. Moi, j'en ai rien à branler, franchement. Bon, mais oui, oui, mais non, non, mais parce que tout le monde a un truc idyllique. Par contre, Gérard, alors il avait une qualité, c'est qu'il sait faire travailler une équipe et il sait choisir les hommes et mettre les gens au bon endroit. Mais les hommes qui vont lui apporter quelque chose à lui. Et il avait une énorme qualité, c'est que vous faisiez le truc en profondeur et lui, il fallait lui expliquer le truc pendant 3-4 minutes. Hop, il était capable de faire la synthèse et de présenter le truc. C'est un formidable orateur. Moi, franchement, la direction technique, c'est le meilleur directeur technique que j'ai eu. Et pourtant, Dieu sait si, quand j'ai été champion d'Europe, une semaine après, en direction technique, il m'a félicité et au bout de 30 secondes, il a dit mais. Et il m'a engueulé parce qu'on avait perdu des valises. D'accord. Non, mais on n'a jamais, et on était souvent, voilà, autant je vous dis, j'ai beaucoup de respect pour le directeur technique, parce que je vous dis, c'est un mec qui sait faire bosser. Mais Gérard, il avait besoin de vous, il vous utilisait à fond. Mais par contre, s'il se retourne, il y avait quelques cadavres derrière, hein. C'était pas, voilà, il vous utilise et après, quand vous commencez sur la tête de l'eau, il vous appuie là, c'est sa main à lui qui appuie. Donc voilà, donc quelque part, j'avais dit à Henri, et j'avais dit: «Henri, tu fait rentrer le loup dans la bergerie», parce que Gérard, il n'est pas rentré pour être simplement, il l'avait fait rentrer parce que son statut d'enseignant, de trucs comme ça, pour être responsable de la formation des entraîneurs. J'ai dit: «Tu crois que Gérard, il est venu juste pour être responsable de la formation des entraîneurs? Et regardez petit à petit le parcours, comment ça s'est passé après, et puis vous verrez, hein». Donc Gérard, c'était quelqu'un qui avait des ambitions et trucs comme ça, légitimes, hein, parce que c'est quelqu'un qui a des qualités, qui était en grande souffrance à mon avis parce que il a jamais fait une grande carrière de joueur. Et moi souvent je disais: «Bah, c'est pas parce que t'as pas été joueur professionnel que t'es pas capable d'être un grand entraîneur, hein». Tout l'aspect maintenant, l'entraîneur, le terrain, il le fait même plus, il a des adjoints et surtout les rapports, il faut être costaud dans les rapports avec les dirigeants, avec la presse, voilà, donc il faut être un communicant, très, très bon communicant. Et Gérard, il avait tout ça. Même si quelque part, il avait quand même derrière lui, il avait un mec d'HEC, Boulanger, là, qui était un professeur d'HEC qui lui préparait des trucs. Bon, mais ça fait partie de ce qu'il savait faire, quoi. Organiser une équipe, se servir des gens pour arriver à atteindre ses objectifs. Donc ça, c'est quand même une qualité. Mais c'est un peu le fond du truc. Donc forcément que il y a eu beaucoup le truc d'Henri, ça se sentait le truc comme ça que quelque part, de toute façon, Henri n'avait pas des super relations. Et il y avait Michel qui arrivait, qui peut penser, c'est un peu comme Zidane maintenant, hein. Michel n'avait aucune expérience, mais le poste de sélectionneur, c'est encore une fois, c'est quelque chose. Le sélectionneur, il entraîne pas les mecs pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois en continuité. L'essentiel, c'est d'arriver à rassembler les énergies de joueurs qui ont des approches parfois différentes tactiquement en club et savoir les associer. Vous avez, c'est pas parce que vous faites 2 séances d'entraînement que c'est pas en 2 séances d'entraînement que vous mettez des choses en place, hein. La qualité d'un sélectionneur, c'est de savoir faire, l'amalgame et puis que le ciment prenne vite, choisir les bons joueurs, qui jouent à leur bon poste et puis bon, après il y a les Et c'était quoi alors toi exactement ton job en tant qu'adjoint? C'était quoi tes Bon, moi, fonctions? je faisais la partie entraînement. Moi, je faisais la partie entraînement, ce qui me plaisait beaucoup et concevoir les entraînements, les trucs comme ça, c'est la partie qui me plaisait le mieux. D'accord. Et tes fonctions, tes tâches, ta mission, elle évolue entre 87 et 98? Ouais, parce que en fait, moi, on est resté que un peu plus d'1 an, hein, moi, avec Henri, puisque après, il a été limogé après le match de Chypre, hein. Donc tout le staff a été écarté. Ah donc toi aussi tu fais partie de tu as été Moi, oui, écarté? oui, 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 j'ai été écarté de l'équipe de France parce que mais comme j'étais entraîneur national, parce que je vous ai expliqué, pour avoir le poste d'entraîneur adjoint, il fallait que je signe comme entraîneur national. Donc comme entraîneur national, j'avais déjà des missions, je faisais les mêmes missions que les autres personnes. Je faisais de la formation de cadres, j'avais une sélection de jeunes. Quand je suis rentré la première année, j'avais les moins de 15 ans parce qu'on avait
encore des moins de 15 ans à l'époque. Maintenant, ça commence à 7. Et puis, bon, après, Henri m'avait donné la sélection des juniors là de Zidane et Dugarry et compagnie. Après mon limogeage en tant qu'adjoint de l'équipe de France, je suis resté comme entraîneur national à la Fédé. J'ai assumé les autres missions que j'avais déjà entamées dès mon entrée à la fédération. Hein. Après, nous, le rôle qu'on avait, les autres entraîneurs, ceux qui n'étaient plus directement attachés à l'équipe de France A, c'était des missions de supervision. Hein. Après, les sélectionneurs, ils servent des entraîneurs nationaux pour envoyer observer des équipes ou des joueurs susceptibles d'intégrer l'équipe nationale. Donc voilà, c'est des missions d'observation. D'accord. Et alors juste pour terminer ce chapitre sur, le limogeage, d'Henri Michel, comment est-ce qu'il encaisse le coup? Ça a été dur, quoi. C'était dur. Mais dans un premier temps, je crois qu'il est resté un petit peu comme directeur technique. Mais bon, Henri, lui, son truc, c'était le terrain, c'était le foot, c'était l'équipe sélection. Directeur technique, faire des dossiers, défendre des dossiers, avoir des relations avec les ministères, trucs comme ça. Et c'était pas autant Gérard excellait dans ce domaine et était super bon, autant les trucs comme ça, les autres, ça penchait plus du côté sélectionneur que du côté directeur technique, quoi. Hein. Directeur technique, c'est un mec, c'est quelqu'un, je vais employer un mot, faut pas que ce soit péjoratif, c'est administratif, quoi, parce que il y a des choses à défendre, il y a des dossiers à défendre, mais à tous les niveaux, quoi. Vous avez des contacts avec le ministère, avec les autres fédés, avec les formations de cadres, enfin voilà, c'est multitâche, quoi, des trucs comme ça. Mais il faut avoir des qualités de synthèse, faut être bon parce que quand vous présentez des dossiers, parfois vous n'avez pas 1 heure et demie pour présenter le dossier. Hein. Vous avez 10 minutes et il faut être bon, quoi. Hein. Faut savoir écrire, faut savoir parler. D'accord, alors on a pris beaucoup de ton temps. Je propose qu'on passe à la dernière partie, c'est les questions mitraillettes, où il faut répondre Oui. de manière instinctive. Ouais. Alors, première question, donc tu t'es occupé des jeunes à la Fédé, hein, tu as été champion d'Europe, champion du monde. Quel est le joueur le plus talentueux que tu aies eu, sous tes ordres? Ah. Il y en a beaucoup. Ouais, je pense que la première promo quand même, Dugarry. D'accord. Alors j'avais vu ça quelque part effectivement et on a eu, différentes écoles. Dugarry était plus talentueux que Zidane ou que les autres même, parce qu'il y en a eu d'autres aussi, hein, mais Bah, disons qu'à l'âge où moi je l'ai eu, il était plus en avance. Voilà, c'est parce que les jeunes, ils sont pas super doués, de 12 ans jusqu'à 30 ans. Il y en a qui sont super doués, puis, au fil du temps, ça s'amenuise et puis il y en a d'autres qui sont un petit peu moins doués ou moins avancés physiquement et Zizou fait partie de cette promotion-là, Zidane. À la sortie, le meilleur joueur, c'est Zidane. Si je dois dire qui va plaire à tout le monde, c'est Zidane. Mais à l'époque où moi je les ai eus, à l'âge où je les ai eus, le plus affirmé, c'était Dugarry. Zidane, dans le jeu de tête, Dugarry était fort partout, quoi. Il était bon, il avait des qualités, formidables, quoi. Bon, après il a pas fait une si mauvaise carrière. Après bon, champion d'Europe, champion du monde, il a joué au Barça, il oui, a joué oui, à Milan, donc c'est pas la les gens les gens aiment bien le critiquer aussi, hein. C'est un peu il est un peu le pendant de Raymond Domenech, sur les réseaux sociaux, Dugarry. Il en prend très souvent quand même plein la gueule. ouais, mais c'est pas les mêmes genres, hein. Raymond, c'est parce que Raymond, il est toujours au 2e degré, hein. Bah, Raymond, Raymond, j'ai l'impression qu'il est au 7e degré parce que je crois que toi-même tu disais que parfois il va prêcher le faux pour avoir le vrai ou qu'il va dire quelque chose, ah bah, oui, mais non. est-ce que c'est pas pénible au final d'être avec quelqu'un, tu sais jamais ce que la personne pense vraiment? Bah, tu pas obligé d'être avec lui. Non, non mais je veux dire, c'est comme les gens qui sont toujours très cyniques. Au bout d'un moment, tu sais jamais ce à quoi ils pensent, tu sais jamais quelles sont leurs opinions. Est-ce que c'est pas un peu pareil avec Raymond? Moi, ce que j'avais à faire après, Raymond, vous le savez très bien, on s'est de nouveau retrouvés accouplés, sur les mêmes missions à la fédération. J'ai même été quand il était sélectionneur des espoirs, j'ai fait, un poste d'adjoint pour la coupe du monde en Argentine, hein. Donc j'étais son Ouais. adjoint en coupe du monde en Argentine. Donc moi, Raymond, je vous dis, on est très différents, mais, on se complète bien, c'est pour ça que les responsables des centres de formation, quand ils nous voyaient débarquer tous les 2, ils devaient se dire: «Oh là là, v'là les 2 emmerdeurs». Dans des registres différents, mais on se complétait très bien, quoi. Mais voi non, non, mais moi Raymond, j'ai appris à le connaître. Alors c'est vrai au début,
Ça peut, mais il a certainement aussi beaucoup de choses qui sont dues à ce qu'il a connu dans son enfance. Bon, c'est pas à moi d'en parler, mais ça a certainement beaucoup influé, sur sa personnalité. Mais c'était il était bon footballeur déjà. Moi, je le respectais parce que quand je jouais avec lui, c'était un bon joueur. C'était un très bon joueur. Et puis en dehors, il est cultivé, même si les gens pensent que c'est juste un boucher, c'est des cons ceux qui pensent ça, parce que c'est pour moi, de tous les entraîneurs, celui qui était le plus cultivé, qui a le plus, il sait communiquer, il a pris aussi des cours de communication. Il a pris des cours de théâtre aussi, je crois même. Oui, après il a fait faire des trucs des fois avec les joueurs. Je lui disais: «Raymond, du mal que les joueurs, ils s'en branlent de faire du théâtre». Mais lui, il aimait bien leur faire des choses que ça ressemblait un peu à Gilbert Grace quand même, hein. Un peu faire le contraire de ce que les joueurs, ils adorent, hein. Ouais, les pousser dans les retranchements. C'est le seul mec que j'ai vu gérer une équipe comme lui, quoi. D'un point de vue des relations, tu fais une conférence d'avant-match, les mecs, ils s'attendent, voilà, ils sont assis, ils font semblant d'écouter des fois et puis, ils attendent le discours du coach qui va parler de l'équipe adverse, du joueur, de ce que tu as à faire et trucs comme ça. Et là, tu arrives avec Domenech et il interroge, il dit: «Bah, alors, comment tu vois ton rôle aujourd'hui?» Oh merde, le mec, il avait à peine envie d'écouter ce que l'autre, il allait raconter, l'autre, il lui demande son avis, tu vois? Tu vois, ça tranche, quoi. C'est-à-dire qu'il avait une manière de faire, moi, que j'ai jamais connue. Après, il y en a qui vont dire que c'est idiot. Moi, je trouvais ça particulier, c'est tout. Après, j'ai pas dit que c'était formidable, mais et j'ai pas dit que j'aurais aimé faire comme lui. Mais il était doué pour le faire, quoi. Et quand D'accord. tu disais tout à l'heure, vraiment, le problème, c'est que si tu dis noir, il va dire blanc pour voir si tu es capable d'argumenter par rapport à pourquoi tu as dit noir, voilà. Pas forcément parce qu'il est contre, mais parce qu'il a envie de savoir ce que tu as dans la tronche. Des fois, ça peut être chiant pour des gens, oui. Dans la génération qui remporte la coupe du monde, donc tu as Sidamak Pangol qui est le meilleur buteur, je crois qu'il est aussi élu meilleur joueur du tournoi. Est-ce que tu imaginais une carrière un peu plus réussie que celle qu'il a pu avoir? Franchement, je pensais qu'il allait bien sûr, au niveau, international et même au niveau club. Après, le plus doué, pour moi, c'était Le Tallec et Maigny. Ouais, Morad Memdi. Maigny dans un autre registre, mais oui, j'ai été déçu en finalité des carrières qu'ils ont pu faire. Après Le Tallec et Sinama Pongol, partis trop jeunes à Liverpool. Attends, tu tu pars à Liverpool, tu arrives dans un vestiaire avec des joueurs étrangers de grande renommée. Tu crois que les mecs, ils te voient arriver les mecs, ils se disent: «Ah bah putain, ils viennent pour nous piquer la place». Là, quand ils te serrent la main, ils te la serrent en te tordant un peu la main, tu vois? Et les mecs, ils sont pas là pour te faire des cadeaux. Tu arrives, tu es très jeune et tu es à l'étranger. Il y a le problème de la langue. Et les mecs, de toute façon, vont pas te faire cadeau, hein. Ils vont pas attendre que tu mettes 6 mois sur le terrain pour prouver que tu es meilleur qu'eux. Les gars, ils veulent tout de suite que tu leur fasses gagner des matchs. C'est ça, un vestiaire pro. Donc, à mon avis, ils sont partis trop tôt parce qu'ils avaient rien confirmé pratiquement au niveau même national. Ils étaient adulés, les gens parlaient d'eux, ils ont fait de très bonnes coupes du monde des 17 ans. Mais entre être un très, très bon joueur d'une coupe du monde des 17 ans et un joueur confirmé de D1 capable d'intégrer tout de suite une équipe européenne étrangère, et il y a du chemin, hein. Les mecs qui t'accueillent, ils t'accueillent pas forcément, les bras ouverts, hein. Donc eux, je pense qu'ils sont partis trop tôt. C'est ce que je pense moi, peut-être c'est pas ça, peut-être c'est Et à contrario, tu as des joueurs qui paraissaient pas super impressionnants quand tu les avais sous tes ordres, en sélection de jeunes et qui au contraire ont fait une belle carrière? ouais, pourrais m'en citer parce que moi comme ça, ouais, ouais, mais souvent, il y a beaucoup de joueurs, bah, par exemple, Ludovic Obraniak, il était pas dans la promotion, je l'ai pas choisi, il a pas été joueur, fait partie de la promo qui a été championne du monde, mais après il a fait une très, très grosse carrière, dans l'équipe polonaise. Et Mathieu Flamini, par exemple, Flamini, je l'ai pas choisi non plus. Je l'avais vu, hein, je les ai vus en détection, c'est des joueurs que j'avais vus, mais je les ai pas pris dans le groupe final. Et puis ces joueurs-là, bah, en fin de carrière, on s'aperçoit qu'ils ont fait des carrières beaucoup plus importantes que des joueurs qui étaient avec moi. C'est pour ça que quand je suis devenu responsable et que j'avais des contacts avec les responsables de centre de formation, je leur disais: «Soyez prudents dans ce que vous dites. Faut pas dire, j'ai un joueur qui est international junior, un truc comme ça». Déjà, je dis en tant que sélectionneur, je suis obligé de prendre des joueurs à tous les postes. Donc il y a peut-être des mecs qui jouent arrière droit, mais c'est pas forcément parce qu'ils sont bons, mais c'est parce que j'ai besoin d'en mettre 11 sur le terrain. Donc ça, vous le savez pas. Si j'ai choisi un joueur qui a du talent ou si c'est juste un joueur de complément. Et puis ce qui va devenir, c'est
très compliqué parce que entre un joueur de 17 ans, après, bah, on le voit justement avec Sinama Prongol, il y a des tas de joueurs comme ça qui sont arrivés trop vite dans un milieu un peu hostile et puis bah ça les a fait plonger. Puis des joueurs qui ont plongé parce qu'ils avaient un environnement qui était pas extraordinaire et puis d'autres simplement parce qu'ils ont peut-être pas eu un peu de chance à un moment donné. Moi je vous ai dit comment j'ai commencé, c'est un sacré coup de bol que l'autre se blesse. Je suis peut-être rentré à la maison à l'âge de 18 ans. Franchement, c'est pas. Après, il y a un problème de la jeunesse. Moi, j'ai fait des études, par exemple, sur les équipes de jeunes. Si vous prenez, par exemple, les sélections nationales, on va dire des 17 ans. Voilà. Vous regardez les joueurs, c'est les joueurs d'une année d'âge. Mais vous regardez les joueurs sélectionnés. Et ça, quel que soit le continent, que ça soit l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Europe. La majorité des joueurs sont des 6 premiers mois. Ah, vous voyez? Les joueurs de 84, par exemple, il y avait je crois qu'il y avait Le Talec qui était du mois de novembre. Mais la plupart des joueurs étaient tous nés entre janvier et fin juin. Et c'était pareil pour toutes les autres sélections. Et dans toutes les tranches d'âge, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que la maturité physique a une importance. Donc parce que la majorité des joueurs, l'aspect athlétique prend de l'importance, quoi. Donc, et le choix. Moi, par exemple, quand je suis sélectionneur des 16 ans, je prends pas les joueurs en me disant ça va être des grands joueurs au niveau international. Je me dis, j'ai un tournoi à faire dans 15 jours, il faut que je le gagne. Donc, je choisis les joueurs en fonction du moment présent. Et c'est pas une projection sur l'avenir. Ce que je disais toujours aux joueurs, c'est pas parce que je vous ai pris un gars là à cet âge-là, dis ce qu'il va devenir dans 3-4 ans. Bon, ok, il a des qualités, mais il y a tellement de choses, tellement de paramètres. Donc, vous voyez, faut être. Moi, par exemple, la promotion où il y a le plus de joueurs qui ont évolué après dans des clubs européens et qui sont arrivés, c'est la première promotion qu'Henri Michel m'a donnée en responsabilité. C'est Zidane, Dugarry, Wedek, Pedros, Nouma, tous ces joueurs-là. Et on n'a rien gagné. On s'est même pas qualifié pour le championnat d'Europe junior. Avec ces joueurs-là, nous n'avons rien gagné. Et pourtant, individuellement, c'est là où il y avait le plus de joueurs. Il y a des années comme ça. Moi, par exemple, la promotion, vous le voyez, la promotion des 17 ans qui a été championne du monde. Alors, je pourrais dire, ils ont eu du pot d'avoir un super entraîneur. J'avais pas regardé, les joueurs étaient moyens, ils ont pas fait des grosses carrières et pendant, on était champion du monde. L'entraîneur, il était costaud quand même. Non, c'est ça. C'est simplement parce que il y avait pas de trou déjà. Déjà à tous les postes, il y avait quand même des bons joueurs. Donc c'était une génération très homogène, très complète. Pas de joueurs moyens à un ou deux postes parce que ça peut vous faire perdre. Donc voilà, et vous obtenez et puis une compétition. Attendez, la compétition chez les jeunes, tous les 2 jours vous avez un match. Ça dure pendant une semaine. Il faut jouer 6-7 matchs pour aller au bout, mais dans un laps de temps très court. Il faut pas avoir de blessés. Faut pas avoir de joueurs suspendus. Bon, en gros, faut avoir un peu de peau, quoi. Voilà, Bien sûr. il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Quand les gens font référence aux promotions de jeunes en disant l'avenir est prêt, non, là, il faut les regarder individuellement, par contre, individuellement, pas les résultats de l'équipe, parce que les résultats de l'équipe, c'est très aléatoire. Mais individuellement, oui, un gars comme Zidane. Mais moi, franchement, si on me disait Zidane, est-ce que tu pensais qu'il allait devenir le meilleur joueur du monde? Je serais malhonnête de vous dire oui. Il n'est pas titulaire avec moi. Vous voyez, il était frêle comme ça. Il n'était pas formé, quoi. D'un point de vue athlétique, il était frêle. Il avait bien sûr des super qualités techniques, comme l'ont beaucoup de joueurs issus les gens du Maghreb et des trucs comme ça. C'est un très bon manieur de ballon, mais à 16 ans, c'est pour ça que je dis toujours, je suis très admiratif du travail des gens qui sont censés choisir les joueurs en se disant celui-là, il a 13 ans et à 20 ans, ça va être un bon joueur. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Se dire dans 15 jours, il peut me faire gagner le match, ça, c'est facile. Mais de se dire que le type, dans 7-8 ans, il va avoir telle et telle qualité, ces mecs-là, ils sont forts, quoi. Les gens qui font de la détection sont forts. Ouais. Alors, quel était au final ton club de cœur? Je vais dire aucun parce que j'ai pas gardé d'attache particulière, mais je suis les 3 clubs, quoi. Voilà, moi j'ai passé du bon temps dans les 3 clubs. J'ai connu des gens super. Et en plus, moi toutes les villes que j'ai connues, c'est des villes où il y avait du bon pinard, où on mangeait bien, Ouais, la champagne.
J'allais La faire la remarque champagne, le que Beaujolais, le vin, c'est l'autre fil conducteur, ouais. Tu te retrouves dans le Rhône, tu te retrouves en le Alsace et tu te retrouves en ah oui, le Champagne. fil conducteur, c'est finalement, c'est la bouffe Ouais. et le pinard. Voilà, enfin Monceau-les-Mines, c'est moins clair. Ah bah, c'est quand même la Bourgogne, hein? Ouais, c'est vrai. Ah, Ouais, ouais, décidément. Quelle est la fiesta la plus grosse que tu aies, jamais faite après, une victoire? ouah, moi, j'étais pas un gros fêtard, hein. Alors, franchement, Dommage parce que Jodard le fêtard, ça avait Ouais, ça aurait été une non, un bonne mais consonance. non, je sortais pas beaucoup, j'ai aucun mérite, hein. Mais bon, je buvais pas d'alcool parce que j'ai eu la moi, chez moi, quand j'étais gamin, mon père à table, il buvait pas de vin, tu vois? C'est quelqu'un qui était pas voilà, qui j'ai pas j'ai fait des trucs, oui, certainement, mais c'était momentané, quoi, mais ça m'a pas laissé enfin, moi, je peux te dire un truc, c'est que jamais je peux pas dire que je sois sorti bourré d'une soirée, quoi. Ah Ah ouais? non, moi, je reçois des gens, je bois un demi-verre de vin pour les accompagner. Après, je vais boire une menthe à l'eau dans la cuisine pour me passer le goût, hein. J'ai un frangin qui est spécialiste dans les vins. Il m'envoie des trucs, ça, il est en Italie, les trucs, les caves, les machins, et j'en ai rien à. J'aime pas ça, quoi. Mmh. J'ai Ouais, donc Ouais. ça aucun, change de j'ai aucun, et pourtant, le champagne, nous à Reims, hein, dans les vestiaires, et même à l'entraînement, tous les jours, il y en avait, hein, du champagne. ah ouais? Ah Ah, d'accord, OK. Alors le attends, matin. toi Lucien Muller, paraît-il, il aimait bien se prendre une petite coupe de champagne, en tout cas quand il était entraîneur. Est-ce que c'était pareil Ouais. quand il était joueur? Bah, je pense, oui, oui. Non, mais je pense que la diététique, Tu avais une autre définition, quoi. Ouais. ouais, c'était même pas dans le dico, ça. Si tu avais parlé de diététique au mec, il t'aurait dit, la Ouais, porte la porte, c'est là-bas, hein. C'était non, bah, c'est des choses qui sont arrivées par la suite. C'est pour ça que les gars, là, maintenant, c'est des athlètes quand même, hein. ouais, c'est les athlètes. Alors il y a une anecdote qui va te faire rire, c'est qu'on avait eu je crois que c'est Jean Vion qui nous l'avait raconté, qu'ils avaient toujours du vin au repas, à Saint-Étienne avec Herbin et qu'un jour, je sais pas pourquoi, il y a pas eu de vin au repas, ils ont gagné 5-0 et à partir de ce jour-là, Herbin a complètement Arrêtez, arrêté le pinard, au repas, ouais. Ouais, mais tu sais, les sportifs de haut niveau, les footeux, les champagne, moi, j'étais pareil. On est tous, un peu superstitieux, hein. Alors c'était Moi, quoi toi ton c'était Bah, quoi ta moi, superstition? j'ai dû mettre le même slip pendant X temps, je devais enfiler la chaussure droite, je sais plus si c'est la droite ou la gauche, toujours commencer par là, voilà, et puis non, il y a des rituels, il y a des trucs, Mmh. enfin, bon, moi, j'étais superstitieux, voilà, pour certains trucs. Maintenant, mais oui, oui, moi, ouais, j'étais superstitieux, c'est sûr, et je pense qu'il y a beaucoup de gars qui sont comme, tu sais, et on se raccroche à ce qu'on peut, hein, quand on a des doutes, hein. Quel est le match que tu aimerais, revivre? Soit pour, changer le résultat, soit pour revivre les émotions, hein. Bah, j'aurais bien aimé gagner la finale de Coupe de France. Ouais, contre Marseille, Ouais, 72. contre Marseille, ouais, j'aurais bien aimé gagner ce match-là, quoi, parce que pour avoir un titre, truc comme ça, quoi, parce que bon, malheureusement, ça manque quand même. Une carrière, c'est ça aussi, ça marque par les titres que tu as pu gagner, quoi. Le problème, c'est que j'aimerais bien en changer beaucoup parce que j'en ai perdu pas mal. Là, tu perds la Gambardella aussi en 68, hein. Je crois que tu marques 2 buts en finale selon mes informations. Oui, oui, mais bon, bah, ça m'arrivait de marquer des buts à l'époque. Mais bon, non, mais j'étais un bon attaquant. Mais je pense que mes qualités d'attaquant, c'est ce qui fait que ça m'a quand même beaucoup, beaucoup aidé. Je le disais toujours après, en tant que défenseur, il y a certaines attitudes, certains gestes qui se reproduisent, qui sont innés. Et quand tu joues l'anticipation, quand tu joues derrière, après, quand tu as joué attaquant, il y a des choses que tu sens, alors je saurais pas comment l'expliquer, mais il y a des choses, voilà, tu les ressens, parce que de faire au même titre que j'ai dit, je pense qu'il y a beaucoup de transferts d'une discipline à l'autre et que malheureusement de spécialiser les jeunes trop vite, moi j'ai fait, je pense, une bonne carrière parce qu'il y a d'autres sports qui m'ont apporté des qualités, dans certains domaines, quoi, et je l'ai dit, je pense que d'avoir joué au hand, des trucs comme ça m'a apporté. Parce qu'il y a des situations plus répétitives parce qu'on est sur un plus petit terrain avec moins de joueurs et des trucs comme ça. Donc on fait des choses plus souvent. Quand on fait du foot à 11 contre 11, après,
C'est pas. Des fois, tu touches pas le ballon en 11 contre 11. Hein. Tu sors du match, tu crois que tu as fait un bon match, tu as touché le ballon 10 fois. Hein. Mais c'est pour ça que dans la formation, là, quand je vais voir les gens et je les vois tout de suite, ils mettent les équipes en place avec les gamins tactiquement. Mais non, ce qu'il faut, c'est devenir déjà un bon manière de ballon. Déjà, quand tu es bon techniquement, quelqu'un qui est bon techniquement, ça va être plus facile tactiquement. Parce que la tactique, c'est une question de lecture du jeu. Mais si tu prends beaucoup de temps à te préoccuper comment tu vas contrôler le ballon, à quelle vitesse il arrive et trucs comme ça te laisse pas beaucoup de temps pour l'aspect tactique. Et c'est comme ça, on le voit. Tous les gens qui sont bons techniquement, quand le ballon part, ils ont pas les yeux fixés sur le ballon, ils sont en train de regarder ce qui se passe autour. Alors ça se passe en des fractions de secondes, mais c'est ça la lecture du jeu. Mais pour avoir une bonne lecture du jeu, il faut avoir une bonne technique qui te donne confiance et qui te permet de consacrer du temps à la lecture. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Ouais. Non, mais c'est pour ça que quand je les vois là, qui mettent les gars tout de suite en place, et puis des fois les éducateurs, je leur faisais la guerre là quand j'allais dans le club. Je voyais les comptes rendus d'après match. Mais tu discutes avec eux, l'équipe a fait un bon match. Alors moi, quand ils commençaient comme ça, je leur disais mais je m'en fous moi que l'équipe a fait un bon match. Dites-moi quel joueur est susceptible de progresser, d'arriver un peu plus haut. Et tout ça. Je dis parce que là, votre équipe qui a fait des bons matchs à 11 ans, dans 10 ans, il n'y en a plus un qui jouera ensemble. Hein. Ils seront disséminés à droite à gauche. Donc, c'est pas parce qu'ils font des bons matchs à 11 ans, mais collectivement, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que les joueurs s'améliorent individuellement pour après pouvoir atteindre. Moi, mon truc en tant que formateur, c'est pas que mon équipe à 11 ans, 12 ans, elle joue bien. C'est qu'à 16, 17 ans, j'ai des joueurs qui puissent partir pour aller jouer à très, très bon niveau. C'est pas mon truc de formateur. Je réagis pas en tant que club, vous voyez, je veux dire. Et ça, malheureusement, quand on travaille dans un club, on forme aussi pour le club. Moi, en tant que formateur, je forme pas pour le club, je forme pour le joueur. C'est le joueur qui est important. C'est lui permettre d'avoir plein de clés qui peuvent ouvrir plein de portes. Et moi, je l'ai vu dans la formation. Faut le savoir, ça, dans les clubs professionnels, il y a des clubs qui travaillent pour le joueur, il y a des clubs qui travaillent pour le club. Et les joueurs, quand ils changent de club après, et maintenant ils changent beaucoup, vous en avez ceux qui étaient formés, par exemple, et c'est pas une critique, dans des défenses individuelles, quand ils devaient changer de club, ils étaient un peu paumés, hein, parce ils ont vous voyez, c'est ça. Le problème, c'est ça, mais c'est des discussions, hein, on n'est pas obligatoirement d'accord avec moi. Hein. Quel est le moment où tu t'es senti le plus fort dans ta carrière? Moi, je pense que je vais dire une banalité, c'est quand j'avais à partir de 24, 25 ans, quand j'ai commencé à être vraiment titulaire à Reims et trucs comme ça, quoi. Je pense que ça a commencé à Reims quand même. À D'accord. partir du moment où vous êtes titulaire tous les matchs, quoi. Donc vous vous dites bon, c'est pas simplement parce que l'entraîneur il m'aime bien, quoi. C'est parce que je dois avoir quelqu'un. Donc là, à partir de ce moment-là, moi j'avais pris confiance en moi. Et puis le fait d'appeler en équipe nationale, même si les prestations, je vous l'ai dit, c'était pas des grandes prestations pour moi, c'est quand même un peu une référence. Donc quelque part vous vous dites bon c'est que je dois avoir quand même quelques qualités. Et moi j'étais assez sûr de moi quand je jouais au poste surtout d'arrière central. Après quand on est dans les autres postes, on fait plus du colmatage, quoi. On essaie de rendre service, quoi. C'est pas pareil. D'accord, et à quoi tu penses quand tu as ta toute première sélection en équipe de France? Il y a une personne à laquelle tu penses en particulier? Oh, je pense que je pense à ma famille. Je Ouais. pense parce que je vous dis, je m'en souviens plus bien. C'est une mauvaise question. J'étais au Brésil, je pensais plus. Et en plus, on était à l'hôtel avec je crois qu'il y avait les mannequins de je sais plus si c'était Christian Dior ou, je pensais même pas au foot. Ouais. Et alors justement, il y avait des joueurs parmi ce groupe qui étaient particulièrement entreprenants avec les mannequins, ou tout le monde restait dans son coin? Ouais, ça non, je peux pas parler de ce truc-là, on sait jamais. C'est C'est dommage. vrai, Et je pense c'était il y a 80, il y avait il y a 60 ans, il y a 60 ans, ouais, il y a prescription, hein, c'était Non, il y a 64 ans, hein. non, mais c'est comme dans tout, il y a des gens 54 qui ans, sont pardon. c'est c'est comme dans tout, il y a des gens qui sont plus doués que les autres, hein. Ouais, Ouais. donc Et alors, qui était le plus doué, dans cette équipe de France, justement, pour ce genre de choses? Oh, moi je pense qu'Henri et Michel, Ouais, je l'attendais celle-là, ouais.
Moi, quand j'ai travaillé avec Henri après à la fédération, quand on allait manger au bistrot du coin qui était à 400-500 mètres de la fédé, sur le trajet, hein, c'était, il y avait quelques nanas qui se tournaient en le croisant, hein. C'était, et C'était c'était pas de sa faute, hein. C'était pas de sa ah faute. ouais, non, 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 c'était mais c'est ouais, c'est un métier, c'est comme dans tout. Vous êtes beau gosse, vous êtes beau gosse, Bah oui, hein. je sais pas de quoi on parle, mais Non, oui. mais bon, après, là aussi, de toute façon, c'était pas la même discipline. Je veux dire, voilà, on vivait pas. Et puis, nous, ce qu'on faisait, il y avait pas un con pour filmer avec son portable pour Ah bah balancer oui, le c'est post ce sur qu'on les disait tout réseaux à l'heure. sociaux, hein. Parce que là maintenant, et le mec quand il va en boîte de nuit, il a intérêt d'avoir une perruque et puis parce que je trouve que ça doit être dur, quoi. Maintenant, ça doit être très très dur avec les réseaux sociaux. ouais. Faut- c'est pas facile quand même. Et alors, une question qui revient très souvent, sur le podcast, c'est est-ce qu'il y avait souvent des rivalités dans le vestiaire vis-à-vis des conquêtes des conquêtes féminines? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait souvent les joueurs qui se battaient, pour la même copine et cetera? Ça revient assez souvent, sur le podcast. Oh, franchement, non, moi je trouve on était assez solidaires à la limite. Ah bon? Mm. C'est-à-dire? Après, l'énorme avantage, quand tu es footballeur professionnel, ça l'était un peu à mon époque, mais je pense que ça l'est devenu encore parce que c'est quand même des gens intéressants à tout point de vue, hein. Donc, ça intéresse beaucoup de monde. Mais l'avantage, c'est que le commun des mortels, il va en boîte de nuit, faut qu'il arrive à 10h, 11h pour faire un coup. Toi, le footballeur professionnel, tu arrives à 4 plombes du matin, tu comprends? T'as pas besoin de passer toute la soirée. Le truc, non, mais bon, Surtout si tu arrives en je dirais, crampons, sur la piste de danse. non, mais c'est un désavantage. Faut pas le Ouais. nier. Je veux dire que la position sociale, malheureusement, c'est, c'est sûr que dans le rapport amoureux, les filles, bah ouais, je pense qu'elles vont plutôt choisir un footballeur professionnel que Alors, le gars qui fait, qu'un mec qui bosse dans qui, les assurances, par exemple. ah bah, ouais, non, mais de toute façon, l'argent, quand il y a de l'argent, ça attire toujours les gens, hein. Alors, par contre, question honnête, hein, dans quelle mesure ça t'a incité à devenir footballeur professionnel, cette situation? Est-ce que c'est 5 0 50? 0 parce que moi, j'ai fait le choix, quand on a commencé à s'intéresser à moi, c'était pour le sport, ça m'intéressait. Voilà, c'était. Après, je dis pas que une fois que j'étais dans le milieu, que j'en ai pas profité, certainement, hein. Certainement que il y a des filles que j'ai connues, c'était pas uniquement pour mes beaux yeux, hein. Mais bon, je leur ai pas posé la question comme ça, j'avais pas à m'inquiéter. D'accord. Non, mais franchement, aucune, quoi. Je vois pas, enfin, je pense pas, tu sais. Déjà, entre vouloir et pouvoir, il y a une différence, hein. Parce que si tu veux aller, Ouais, Jean-François, il y a aussi une question, qui revient très souvent sur le podcast, c'est, quelle était la plus belle femme de joueur? ouais, j'en ai croisé quand même pas mal parce que généralement, c'est pas la mère Denis. Ou de dirigeants? De dirigeants aussi, tu peux inclure les femmes de dirigeants. Oh, je pense que c'est plus amplifié maintenant parce que nous, on gagnait quand même beaucoup moins d'argent. Donc Donc, tu avais beaucoup moins de jolies filles, c'est ça que tu veux dire? bah, ouais, non, mais non, pas ça, mais bon, il y avait pas, on voyait pas de gars avec les mannequins ou très peu, quoi. Les joueurs avaient des femmes sortant de tous les milieux. Là, les joueurs, on les voit, ils fréquentent des mannequins comme ça, donc Non, mais ouais, attends, parce qu'il y a plus d'argent, donc c'est tout, quoi. Je pense que c'est. Mais non, mais moi, j'ai jamais fait très très attention à ça, mais j'ai connu des joueurs, oui, que bah, maintenant que vous posez la question, oui, j'ai vu des femmes, des jolies femmes, mais c'était pas des femmes qui avaient des positions, je dirais, sociales très élevées, quoi. C'était des femmes du monde, voilà, commun. C'était pas des chanteuses, c'était toi. Moi, j'ai pas connu ça. J'ai pas connu de gens qui fréquentaient. Maintenant, oui, je pense que maintenant, on voit les joueurs. Bon, des fois, ce qu'on disait nous, c'est que les femmes même à mon époque, dans les tribunes, elles faisaient un concours de beauté, toi. Celle qui était le mieux habillée, truc comme ça, quoi. Donc, c'était une discussion de mecs. Ouais. Qu'est-ce que le foot t'a le plus donné et qu'est-ce que le foot t'a plus, pris? Le foot, il m'a tout donné.
les gens que j'ai rencontrés, les pays que j'ai visités, mon activité au quotidien, c'est le foot, quoi. Tout est le foot. Après, ce que le foot m'a pris, c'est l'aspect familial. Parce que, déjà à mon époque, mais je pense que c'est encore pire maintenant, t'es pas beaucoup à la maison. Comme vous évoquiez avant, tu rencontres des gens et en l'occurrence des femmes un peu plus facilement, donc tu as plus de tentations. Et si il faut pas beaucoup pour te tenter, c'est encore pire. Je dis pas que c'est moi, hein. Non, Non, bien sûr. Non, et puis après les enfants, quoi. Les enfants, parce que quand t'es pas beaucoup à la maison, l'éducation, le temps que tu y consacres, même si à mon époque, c'était complètement différent. À mon époque, la femme était souvent à la maison, elle était là pour faire la bouffe, les enfants, les trucs comme ça. Je fais quand même partie au départ de cette génération. Maintenant, moi, je peux pas dire que j'ai changé les langes, j'ai fait les biberons, j'ai fait non, c'est faux, ça serait faux. Mes épouses qui ont fait ça et c'est complètement la société est différente de toute façon. Moi, à mon époque, et donc ça, tu le regrettes un peu? bah non, c'est pas un regret, mais c'est ce qui a fait que j'ai eu, quelques problèmes dans ma vie familiale, quoi. Parce que c'est le foot qui a fait que, pour X raisons, voilà, c'est pas, métro boulot dodo. Tu quittes pas la maison à 8h, et tu reviens à midi pour manger, tu repars à 14h et tu reviens à 18h. C'est pas ça, quoi. C'est des journées entières parties, tu vois, c'est des stages, c'est des trucs comme ça. Et puis j'ai dit, il y a tout l'aspect rencontre. Donc, bah oui, t'as beaucoup plus de chances de rencontrer des gens, d'autres personnes, que si tu restes tranquillement à la maison. Tu passes les week-ends, les fêtes de fin d'année, les anniversaires. Je discutais avec un ami il y a peu de temps. Je disais, moi, je vois par exemple ma compagne actuellement, elle vit dans la ville où elle est née. Elle a toute ses familles qui est là, son frère, ses sœurs, les enfants. Bon, à tel point que quand tu fais un truc de famille, tu fais 35 invitations, les 35 qui viennent, les cousins, les cousines, tout le monde se connaît. Moi, j'ai honte, quoi. Mais mes cousins, il y en a, je les connais même pas, quoi. Ouais, et ça, c'est à cause du foot? Non, j'emploierai pas le mot à cause du foot, mais c'est parce que j'ai vécu dans le milieu du foot, quoi. C'est parce que j'avais une vie, moi. Bon, par exemple, t'es footeux, toute la journée, t'es avec des mecs, tu prends des plaisirs, des fois tu t'engueules, hein, tu perds, tu gagnes, tu joues des matchs, des trucs comme ça. T'es dans les hôtels, tu croises des gens, tu vois des gens. Bon, t'arrives le dimanche, c'est ton jour de congé au foot. Ta femme, elle te dit, bon, je sortirais bien, j'aimerais bien voir un peu. Putain, toi, des gens, t'en as vu toute la semaine. T'as pas arrêté d'en rencontrer. T'as pas forcément envie de faire, si tu veux, des choses qui font que toi, t'en as profité. C'est de l'égoïsme. C'est du pur égoïsme parce que moi, j'ai eu une vie, je me levais, j'étais content de me lever pour aller m'entraîner. J'étais content de me retrouver avec les mecs, même si des fois j'en ai chié, hein. Quand Roger Lemaire, il arrivait avec ses baskets, ça me pourrissait la vie. Mais non, mais je veux dire que moi, j'ai eu que du plaisir, quoi. Dans ma vie individuelle, dans ma vie d'homme en tant que voilà, moi voilà, encore une fois, j'ai vécu toute ma vie c'est un loisir, quoi. C'est toute la journée, j'ai fait du loisir, moi. Après, les défaites, les victoires, les trucs comme ça, bon, ouais, ça te marque sur le coup. Ça te fait chier quand tu perds 9-1 à Saint-Étienne, quand je joue à Reims, toi, après 9 à Saint-Étienne, puis que les dirigeants, ils pleurent dans le vestiaire parce que ça leur était jamais arrivé. Bon, nous, on se marrait parce qu'on dit on a fait un bon match en deuxième mi-temps. On en a pris que 2. On était mené 7-0 à la mi-temps. Non, ben, toi, je veux dire, même, ouais, j'avoue franchement, bon, j'ai arrêté, j'ai coupé parce que les 16 ans que j'ai passé à la formation, à la fédération, dans les diplômes d'entraîneur, on parle du réseau, entretenir le réseau, parce que c'est vrai qu'il faut connaître beaucoup de gens, c'est mieux, c'est comme ça. J'en ai entendu parler tous les jours, et qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai coupé? Le réseau, je l'ai pas entretenu. Donc, voilà, Jean Galis te dit, je l'ai eu au téléphone grâce à vous et ça faisait 25 ans qu'on s'était pas appelé. On est content, on s'est reparlé, c'était comme si c'était hier, quoi, Ouais, finalement. alors quand est-ce que vous allez prendre un café tous les 2? Ben, je sais pas parce que moi j'ai dit, c'est de toute façon, c'est pas la faute des autres, c'est moi qui suis le responsable parce que je cherche pas trop, parce que des fois ça me fait chier, puis j'ai 76 ans, donc, tu vois, donc, Tu les fais pas, hein? Moi, je pensais que tu ouais, avais le même âge que Guillaume. ouais, mais moi aussi, c'est ce que je me dis, hein. Par contre,
quand je me mets à marcher puis que j'ai mal dans les fesses, dans les hanches et des trucs comme ça, c'est pas facile à cacher, hein, c'est pas facile à cacher, hein. Non, moi, j'ai une vie extraordinaire, même si, moi, je suis pas riche, j'ai une petite maison, j'ai des trucs comme ça, voilà. Je vis bien, quoi, j'ai une bonne retraite, mais j'ai pas gagné les fortunes. Moi, les gros salaires, ils sont arrivés qu'à la fin, c'était à l'époque où j'étais à Strasbourg et qu'il y a commencé à y avoir le Matra Racing avec Jean-Luc Lagardère, qui a commencé à mettre des salaires là qui étaient bon. Moi, le plus haut salaire, je crois qu'à Strasbourg, c'était 5 000 €, 5 6 000 €. Pas pour moi. Moi, je gagnais 2007, je crois, ou 2008, plus mes primes. Mais donc, vous voyez, c'est ce que gagne un débutant, hein, maintenant. Franchement, j'ai une belle. Le reste, c'était une super vie, quoi. C'était voilà, j'ai visité des pays. L'autre jour, je m'amusais à faire il y avait un jeu, quels sont les pays ou les villes où vous êtes passés? Je m'aperçois que j'en ai fait. Après, je vais pas dire que j'ai tout visité parce que j'ai souvent vu que l'hôtel et le terrain de foot, hein. Donc, Oui. mais c'est vrai, mais bon, moi, je sais pas, en tant que footeux, et puis après la carrière d'entraîneur, pareil, on rencontre. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens. Bon, j'étais au Mali, j'ai été reçu par le président de la République à l'époque. J'aurais pas été reçu si j'avais pas été entraîneur de foot, quoi, vous voyez? Ouais. Bien sûr. Ça m'a permis de faire des choses et de rencontrer des gens que pas beaucoup de métiers m'auraient permis de faire, quoi. Moi, fais partie des chanceux. Qu'est-ce que tu aurais fait comme métier si tu avais pas été footballeur? Ah, je vous ai dit, j'aurais été prof de gym. Ouais. Bah oui, pour le deuxième, c'était dit dès le début, Michel. Il écoute rien, c'est un peu son problème. Ou alors j'aurais bien aimé être chanteur comme Johnny Hallyday pour faire vibrer les nanas, toi. Ah bah oui, on revient sur le On sur revient le 0 sur les femmes, en fait. On commence à comprendre un peu le vrai fil conducteur. Je sais pas chanter malheureusement. C'est le talent, hein, ça s'achète pas, hein, de toute façon, hein. C'est vrai. Ah oui, je suis mieux placé pour le savoir malheureusement. J'ai tout fait, mais j'ai ni un talent dans la musique, ni dans le foot. Ça, c'est un peu mon problème. Non, mais non, j'aurais aimé, je sais pas si j'aurais été capable de le faire, mais j'aurais aimé être prof de gym, quoi. Bon, moi, j'aime bien le sport. Je regarde presque plus maintenant le rugby ou des trucs comme ça que le foot, parce que des fois, déjà, il y en a beaucoup, donc c'est au bout d'un moment, ça lasse un petit peu. Et puis bon, je trouve qu'il y a des choses, il y a des choses que je trouve qui serait, à mon avis, facile à régler. Bon, je sais pas s'ils veulent pas le régler parce que ça, il y a ça aussi. Mais quand je les vois qu'on est hors jeu parce qu'on a le bout du nez qui passe, hein, tu pousses avec tes pieds ou tu pousses avec ton nez? Je sais pas parce que tu as le nez en avance que tu vas plus vite, hein. Par contre, si le pied il en a, toi, je trouve qu'il y a des trucs, il serait facile de dire là quand ils mettent la ligne, si le pied dépasse, ok, parce que ce qui te permet d'avancer, de pousser, c'est les appuis des pieds, c'est pas Mais le pas les bras, genou. ouais. Je trouve qu'il se complique là, il regarde 50 fois pour voir si le bras il est pas. Ah bah attends, je sais pas toi, je trouve que par exemple, tout ce qui est les pénaltys qui sont sifflés, le mec, comment tu fais toi quand tu cours que tu dois tendre une jambe? Et il faut que tu t'accroches. Les mecs, on les voit maintenant, ils ont les bras accrochés derrière le dos là. Ouais, non, mais je suis d'accord que pour les pénaltys, c'est n'importe quoi. Autant sur le hors-jeu, pour moi, c'est binaire. Soit il y a hors-jeu, soit il y a pas hors-jeu. Que ce soit de 10 centimètres ou de 5 mètres, Ouais. c'est automatique. Bon, voilà. Mais je suis d'accord, ce que tu veux dire, c'est que ça doit être une partie du corps Voilà, c'est qui pas la confère un tête, c'est avantage. la seule chose qui te permet d'aller plus vite, de pousser, c'est l'appui sur les pieds. C'est rien d'autre. Donc, ce qui doit être pris en compte, c'est les pieds, c'est pas les autres parties du corps. Des fois, c'est con parce que ça enlève un très très beau but et trucs comme ça. Et puis ça fait perdre 10 minutes parce que les mecs dans le camion, ils arrivent pas à se décider. Tu vois. Quelle est la plus grande fierté que tu as quand tu te retournes sur ta carrière? Bah, moi, c'est l'ensemble, quoi. C'est ce que je viens de dire. C'est d'avoir été footballeur professionnel, quoi. Toi, c'est ça, c'est d'avoir été footballeur professionnel et puis après d'avoir été entraîneur de foot, toi. Et d'avoir, je dirais que ce qui m'a beaucoup plu à la fédération, c'est la formation de cadres. J'ai rencontré des gens, tous les entraîneurs qui sont en poste, les trucs maintenant, il y en a plein que j'ai vu passer, quoi. Tous les mecs, je les ai connus, quoi. Et c'était des fois, je me dis, ah bah tiens, celui-là, il était comme ça, celui-là était comme ça, toi. C'était et j'ai eu cette chance. Encore une fois, c'est des rencontres, quoi. C'est beaucoup de rencontres.
J'ai eu la chance d'avoir en formation Laszlo Bologna. Ben là, il parle 7 langues étrangères. Ouais, c'est un mec qui est il est casse-couille quand il est entraîneur et que tu es à son adjoint, mais ça, c'est un mec génial, quoi. Et puis j'ai connu dans le football français, des joueurs qui sont devenus des entraîneurs. Antoine Comboiré, quand je vois ce que les mecs ils écrivent sur Antoine, des fois je rigole, je me dis, mais moi je les ai connus dans un autre contexte, dans le contexte de la formation. J'ai connu Paul Le Guen, c'était des types formidables. Tous les entraîneurs, les gars qui sont en poste, des trucs comme ça, je les ai vus passer. Et quand t'es dans un contexte différent, bah forcément que t'as une autre opinion de la personne que ce qu'il est dans la vie, je dirais médiatique, quoi, des trucs comme ça. Non, moi c'est l'ensemble. Franchement, je vais pas dire que je suis fier, hein. Soit c'est pas de la fierté. Je suis content, quoi. C'est tout. Je suis heureux. Et puis le seul regret que j'ai, c'est que j'ai arrêté trop vite parce que je m'emmerde. Là, quand je vois les retraités qui disent oh putain, ouais, bah oui, moi, ça a été pendant 2 ans comme ça, toi. Quand j'ai pris ma retraite, les premiers temps, au début, je me disais ah là, oh c'est bien. Ce matin, j'ai pas à aller voir les joueurs et puis à expliquer un machin pourquoi je vais pas faire jouer dimanche, un truc comme ça. J'étais content de plus avoir cette contrainte, toi, dans le relationnel, d'être obligé de mentir et trucs pour pas dire n'importe quoi pour pas blesser les gens et trucs comme ça. Ça, c'était la partie. Je parle pas des relations avec les dirigeants qui parfois peuvent être difficiles, mais là maintenant, là, à 76 ans, oui, je regrette. J'ai arrêté maintenant. J'ai arrêté. J'ai pris la retraite à 60. Ouais, tu as pris ta retraite assez tôt, quoi, au final. Tu avais 60-61 ans Ouais, après ta dernière parce que expérience au si Maroc? tu veux, je m'emmerdais parce que malheureusement j'avais bon la fédération à un moment donné quand j'étais à l'étranger, truc comme ça, quand Raymond Domenech, ça vous le savez pas, quand Raymond Domenech a pris le poste de sélectionneur, moi j'étais à l'étranger, je revenais de C'était aux l'étranger. Émirats, ouais. 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 Et Raymond m'a dit est-ce que tu veux venir travailler avec moi, être mon adjoint? Et moi, j'ai dit oui. Mais bon, la fédération n'a pas accepté de me reprendre parce que comme j'avais été gagner de l'argent à l'étranger, c'était pas bien, tu comprends. J'aurais dû dire comme certains que j'étais parti là-bas pour la culture. Ouais. Alors c'est marrant Bah parce que oui, c'est parce la que si question que tu j'allais te dis, poser. Est-ce que tu étais nettement mieux payé aux Émirats arabes unis par rapport à ce que tu pouvais gagner en France? il n'y avait pas photo. Ouais. Il n'y avait pas photo. J'ai quitté la fédération pour ça. Ça s'est passé en 2001. En 2001. Je venais d'être champion du monde et j'étais le responsable de la formation à la Fédé. Et un jour, il y a un mec qui vient, c'était, je sais plus quelle origine, quelqu'un des pays arabes. Le gars, il dit, je viens parce que on cherche un entraîneur pour prendre l'équipe des 20 ans des Émirats arabes unis, parce que les Émirats arabes unis allaient organiser un an après la Coupe du monde des 20 ans. Donc, ils étaient pays organisateurs. Le mec, il me dit, je viens, et comme j'étais le responsable des formateurs, le gars me dit, est-ce que vous avez quelqu'un à me proposer? Et moi, instantanément, j'ai répondu, moi. Ouais, logique. Et le gars me dit, bah, vous allez jamais quitter la fédération, un truc comme ça. Bah, j'ai dit non. Donc, c'est parti comme ça, et j'ai quitté la fédé. Quand ils m'ont annoncé les chiffres pour m'occuper des 20 ans, il fallait que je bosse encore au moins 25 ans à la fédé, quoi, pour gagner. Alors juste pour alors ne tu pas obligé évidemment, hein, de nous donner, le chiffre exact, mais, l'ordre de grandeur par rapport à ce que tu gagnais en France, c'était quoi? Le double, le triple, 10 fois plus? Quadruple. Quadruple? Waouh, d'accord, ouais, quand même. C'est très compréhensible. Simplement la prime à la signature. Quand je suis monté dans l'avion pour aller là-bas la première fois, j'avais 150 000 $ dans ma poche déjà. Waouh. Quand je suis monté dans l'avion. Bon, après, quand tu es là-bas, qu'est-ce que tu veux? J'ai des anecdotes là-dedans. J'étais entraîneur de l'équipe des 20 ans. Bon, après, j'ai été 6 mois entraîneur de l'équipe première parce qu'ils ont viré Roy Hodgson. Moi, il me restait 6 mois à faire. Comme ça avait bien marché avec les 20 ans, mais ils m'ont proposé pas. Bon, après, je savais que j'allais être viré parce que là-bas, tu tiens pas. Là-bas, tu peux penser qu'ils te prennent comme entraîneur parce que tu as des capacités dans tel et tel domaine. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est le prince. Ouais, dès que le prince se lasse, voilà. Et si le prince, il aime jouer en 4-3-3, t'es un peu con si tu lui dis que tu préfères jouer en 4-4-2, tu vois, parce que le lendemain matin, t'es dans l'avion, quoi, tu vois. Donc, mais au niveau argent, c'est un autre. Moi, pour te dire, la deuxième fois que je suis reparti là-bas, j'étais responsable du centre de formation d'Al Wahda, qui est un des clubs phares aux Émirats, et j'étais responsable de la formation.
Donc j'entraînais l'équipe des 18 ans et trucs comme ça. Les gars et j'avais des gars comme Yannick Stopira. Yannick est venu travailler avec moi. C'était notre premier épisode, Yannick. Ouais. Ouais, ouais. Et les mecs qui entraînaient les 14 ans, les 15 ans, les mecs, ils gagnaient $6 000, 7 000 $. Wow. T'as qu'à regarder s'il y a un 14 ans. Le mec l'entraîneur des 14 ans ici, il gagne $6 000. Toi, c'est pour donner un ordre. Ouais, il y a de là. Mais ça sera dur à progresser. Je leur ai expliqué pourquoi. Parce que le problème, c'est que ils ont pas de ligne de conduite. Donc, par exemple, à l'Ouada où j'étais, les 12 ans, il y avait un Égyptien. Les 13, il y avait un Portugais. Les 14, il y avait un Hollandais. Les 15, il y avait un Français. Le problème, c'est que quand tous ces gens travaillent, tout le monde se bouffe la rate. Hein. Donc, tout le monde essaie de faire passer ses idées à lui. Donc, t'as pas d'idée directrice, quoi. Alors que dans un centre de formation français, on décide d'une politique et tout le monde est là pour suivre, tu vois, le cheminement. Tandis que là, je leur disais, c'est un peu, vous êtes en train de construire un immeuble, mais à chaque étage, vous avez un ingénieur différent. Ouais, il y a un architecte différent, ouais. Un architecte différent et qui défend ses idées. Dit votre truc, au 3e étage, il se casse la gueule. Voilà, donc en dehors du fait que je te dis, bon, t'as la liberté. Les gens qui gagnent de l'argent là-bas, faut savoir faire, quoi. Faut savoir avaler tout l'œuvre. Si le prince, il a envie de voir un joueur qui a une entorse du genou, il fait jouer avec l'entorse du genou. Ouais, d'accord. Bah, merci, en tout cas, c'est très clair. Quel est l'héritage que tu laisses au foot? Rien, pas rien. Je suis Ah, pas invité. Je suis t'es invité obligé. nulle part. Attends, alors je vais dire là, toi, un truc qui m'a fait mal. Il y a quelques mois, la fédération, elle a fêté les 50 ans de la formation française à Clairefontaine. Ils ont invité des tas de gens. Moi, je n'ai pas été invité. T'as pas été J'étais le invité alors que tu as gagné la Coupe du monde et le championnat d'Europe. Et puis j'ai surtout été responsable des centres de formation pendant au Ouais. moins 10 ans et j'étais responsable. Le certificat de formateur, qui est c'est le seul diplôme qui existe en Europe, c'est moi qui l'ai mis en place parce que Gérard Rouillet m'a demandé, donc c'est grâce à Gérard Rouillet, toi, que c'est lui qui m'a demandé ça. Et j'ai même pas été invité. Alors, je t'avoue franchement, moi j'ai pas beaucoup de trucs, mais ça m'a fait mal, quoi. Ça m'a fait mal parce que c'est là où je me dis finalement j'ai pas dû laisser. Bon après c'est peut-être de ma faute, j'ai dû être chiant. Hein. Donc Non, mais j'ai l'impression que souvent, à la fédération, il y a des décisions qui sont prises. Alors, il y a des décisions politiques, et il y en a d'autres qui sont prises vraiment de façon à essayer de montrer sa rancune ou de faire une pique à quelqu'un de manière volontaire. Parce que honnêtement, qu'est-ce que ça... Je veux dire, t'es pas parti en brûlant la maison. Il n'y a pas de raison non, de te faire j'ai un pas truc pareil. critiqué. Non, j'ai pas critiqué. Au contraire, j'ai dit que j'étais passé. Non, mais après j'ai discuté avec Raymond. Il m'a dit ça a été fait à la va-vite. Et les secrétaires ils ont oublié. Je dis, écoute, voilà. Enfin, Ah, honnêtement, j'ai oublié, tu étais pas responsable de peindre les terrains, tu étais quand même, un haut responsable qui est resté là-bas pendant longtemps avec un certain bilan. Enfin, ça me paraît travailler incroyable. 16 ans. Oui, mais au même titre, si tu veux, que les petits regrets que j'ai, par exemple, c'est qu'on m'ait jamais confié la responsabilité, par exemple, au niveau des équipes espoirs, parce que vous pouvez regarder, je le dis un peu fièrement quand même, je devrais peut-être pas, mais le plus titré à la Fédé des entraîneurs, c'est moi. Ouais, Moi, j'ai été champion d'Europe des 18 et champion du monde des 17. Il y a des entraîneurs qui ont été champions. finaliste des 16 Oui, aussi, oui, non. Mais 2 titres comme ça, il y a que moi. Donc, et moi, j'ai vu dans ma carrière d'entraîneur à la Fédé, j'ai croisé tous les mecs, si tu veux, qui étaient avec les 18 ans, les 17 ans et à qui on a fait confiance après, tu vois, quand ils avaient des résultats. Je me souviens de l'Irlandais, Brian Kerr, des trucs comme ça. Il y a eu l'Espagnol, je me souviens, Matthäus, des trucs, tu vois, des entraîneurs allemands. Je les ai croisés. On leur a donné. Et moi, mais encore une fois, je dis certainement que le choix, il a été fait par rapport à ma personnalité et que, je dois peut-être pas plaire à tout le monde. Donc, c'est pas de la faute des gens. Peut-être que c'est de ma faute à moi, si tu veux. Il faut pas toujours rejeter la faute sur les autres. C'est pas, un des points, je dirais, les plus, problématiques vis-à-vis de Domenech, ton ami, c'est qu'il était pendant très longtemps avec les espoirs, il a eu plusieurs générations exceptionnelles et il a jamais rien gagné avec eux. Donc question difficile, est-ce que toi, tu penses, sans vouloir, porter ombrage à Raymond, que toi, tu aurais fait des choses différemment avec les espoirs et que tu aurais eu des meilleurs résultats? dans la gestion, oui, j'aurais fait les choses différemment parce que je travaille pas comme Raymond. Donc ça, mais est-ce que ça aurait été différent au niveau des résultats? Le problème des espoirs, si tu veux, c'est qu'en France, alors que certains pays
privilégie, si tu veux, encourage les résultats des 17, des 18, des 20 ans, de l'importance. En France, tout le monde s'en fout. Là, quand je vois le truc des Jeux Olympiques, que les clubs ne donnent pas leurs joueurs, tu perds pas la compétition parce que t'as pas été bon. Je parle en tant qu'entraîneur ou dans tes choix ou dans ce que tu as mis en place. Tu perds parce que tu joues pas avec les meilleurs joueurs. Parce que les clubs, ces compétitions-là, quand j'ai connu le truc au départ à la fédération, je me souviens, je sais plus qui est-ce qui était entraîneur des espoirs, mais déjà, à chaque fois qu'il y avait une truc olympique, l'olympisme, ça fait pas partie de la FIFA. Donc, les règlements qui disent qu'il faut mettre les joueurs à disposition pour les Olympiades, ça rentre pas en ligne de compte. Donc, il y a certaines compétitions comme ça. Moi, une année, avec les 18 ans, j'avais 3 joueurs de Saint-Étienne. Et à l'époque, c'était Robert Nouzaré qui était l'entraîneur de Saint-Étienne. Ils sont pas venus avec moi faire le championnat d'Europe parce que le championnat d'Europe des 18 ans, il avait lieu au mois d'août et que lui voulait avoir ces joueurs-là dans l'effectif. Tu vois, on n'est pas pris. Donc, les résultats chez les jeunes et notamment les espoirs, bah, les gars là qui ont pris la succession de Raymond, ils sont dans le même cas, quoi. Tu t'aperçois que ils jouent avec le deuxième ou le troisième choix. Alors, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est pas les meilleurs joueurs, quoi. Donc quelque part, c'est pas quelque chose qui a gagné le championnat d'Europe, peut-être maintenant, mais en tout cas avant. Il y a une personne qui l'a gagné, hein, c'est Marc Bourrier. Hein. Ouais, Je me souviens, 88, je venais avec de les rentrer à la Souchaliens, ouais. Fédé avec la génération Cantona et compagnie. Donc il y a que lui qui l'a gagné, mais on fait pas toujours ce qu'il faut pour le gagner parce que les clubs étant prioritaires, bah ils te laissent pas forcément les joueurs à disposition, donc c'est compliqué. Non, on peut pas dire, je sais pas, travailler différemment, ça c'est pas difficile puisque je travaille pas, même si je suis très complice avec Raymond, mais bah, moi la conférence, je sais pas faire. Ce qu'il faisait, demander aux joueurs, je fais une conférence traditionnelle, quoi, je dirais, tu vois. Donc, et même la conférence d'après-match, que faire après parler les joueurs sur leur match, comme ça, je l'ai jamais fait. Donc ça, c'est sûr, d'un point de vue du travail, j'aurais pas travaillé pareil. Mais est-ce que c'est ça qui a fait qu'il a eu des résultats? Peut-être pas par rapport aux attentes, mais il y a aussi les difficultés de récupérer les meilleurs joueurs, quoi. Ça, c'est chez nous, c'est pas prieur. Toi, chez nous, moi, par exemple, j'ai été champion d'Europe, champion du monde. Ça m'a rien apporté, même au niveau de la formation. Regarde, moi, je peux te dire honnêtement, je suis rentré. Pourquoi j'ai quitté? Parce que je suis rentré dans mon périple. À plus avec les Émirats, je suis parti. On a quand même fait quart de finaliste du championnat du monde. Les Émirats, il y a pas beaucoup de joueurs qui jouent, hein. Ouais. Et je peux te dire que dans les 20 ans, Surtout que tu disais que tu l'as prise 1 an avant, quoi, donc c'est ouais, bah, à la sortie 2 ans parce que j'ai bénéficié entre guillemets de la première guerre entre l'Irak, tu vois, et d'accord, ça avait été reporté. ouais, Donc j'ai gardé mon poste 1 an de plus grâce aux gens qui faisaient la guerre. Enfin, je déconne, hein, d'accord. mais Ouais, ouais, je veux dire, mais c'est la vérité. Mais en qualité de joueur, bon, j'ai quand même été fini quart de finaliste, toi, de la Coupe du Monde. Bon, après, les ouais. Émirats, quand ils te prennent, ils organisent, ils pensent vont gagner. Donc ça, c'est tout le problème entre le rapport à l'argent, les trucs comme ça. Ils vont prendre un entraîneur qui a eu des résultats dans un truc, ils payent bien, le mec va gagner parce qu'on joue à la maison. C'est pas si tu joues le Brésil en quart de finale ou des trucs comme ça, t'as beau jouer à la maison avec des joueurs émiriens, tu peux faire même les pieds au mur toute la nuit, t'as pas À grand-chose. moins de naturaliser toute l'équipe du Brésil juste avant le match. C'est ce qu'a fait le Qatar au niveau du hand, même au niveau du foot. Les Émiriens, non. Hein. Les Émirats, ils ont pas naturalisé les joueurs. Toi, ils l'ont pas fait ça. Mais non. Donc je disais, hein, pour illustrer, je disais, bon, j'ai quand même fait des résultats avec l'équipe des Émirats et trucs comme ça. Bon, après j'ai fait le Mali. Et puis bon après malheureusement après je suis allé au Maroc mais bon ça m'a rien d'être entraîneur à l'étranger, ça t'apporte pas grand-chose. Ça a pas beaucoup de répercussions. On le voit, même des gars qui ont très, très bien travaillé dans les sélections nationales à l'étranger, on peut pas dire qu'après, toi, ils aient fait des grosses carrières. Ça leur apporte pas grand-chose. Les performances d'un type à l'étranger, je pense qu'en France, bah, je parle des pays mineurs, hein, je parle pas en Angleterre ou l'Espagne, des trucs comme ça, c'est pas pareil. Tu vois, quand tu t'expatries, tu vas dans les pays du Golfe, dans les pays du Maghreb ou tu vas en Thaïlande parce qu'il y a des mecs chez nous qui travaillent, ça t'apporte rien du tout.
à 60 ans quand je suis arrivé, mais j'ai même pas eu une proposition. Je parle pas d'un club pro pour prendre une équipe pro. Je parle d'un centre de formation. Il y a pas un centre de formation qui m'a appelé, alors que chez les jeunes, j'étais connu et trucs comme ça. Mais tu sais, un jour, Aimé Jacquet, je discutais avec lui comme ça, j'étais revenu de l'étranger et trucs comme ça. Il m'a dit, toi, Jean-François, tu trouveras jamais de toute façon au niveau de la formation. Et je dis, pourquoi je trouverai jamais? Mais il dit, parce que tu as tous les diplômes pour prendre la place du mec qui est au-dessus de toi. Ah, ouais. Ouais, je comprends, ouais. Je dis, bon. J'ai dit, ça va, ça me rassure d'un point de vue de la qualité, mais pas. Et tu avais pas d'agent, toi, au final? Ça t'a peut-être Non, desservi de pas avoir d'agent, oh, c'est en tant sûr. qu'entraîneur? C'est sûr. En plus, avec le mec des Émirats, je te l'ai dit, c'est un agent qui m'avait fait venir. Mais comment? L'agent, moi, je croyais que c'était un mec comme ça qui venait. Après, quand il a pris quelque chose sur mon contrat, bon, je me suis un peu embrouillé avec lui et trucs comme ça. Et si t'as pas un agent déjà dans ces pays-là, t'as aucune chance. Même maintenant, voilà, si t'as pas, oui, oui, moi, ça m'a desservi. Mais bon, j'étais très con, hein. J'ai pas voulu donner du pognon à un mec qui foutait rien ou qui sert juste de son téléphone. Mais avec le recul, c'est absurde. Ouais, d'accord. Alors, je vais juste te donner une deuxième possibilité de dire quel est ton héritage, parce que j'ai du mal à croire qu'avec ton bilan, ton palmarès en tant qu'entraîneur, que vraiment tu n'aies rien apporté au football français. Donc, je te donne une deuxième possibilité, c'est inédit. Quel est l'héritage que tu laisses au foot? Non, moi, j'ai pris du plaisir, moi, mais euh, si je regarde par rapport, si tu veux, au contact que je peux. Moi, par exemple, depuis que je suis rentré en France, donc ça fait 16 ans maintenant, il y a un entraîneur de la fédération qui m'a fait venir pour une formation de cadre pour parler du boulot des entraîneurs à l'étranger. C'était quand il y avait Philippe Bergerot. Philippe m'a fait venir une fois, jamais on m'a appelé. Attends, mais je dois être le seul entraîneur national. Là, quand je suis arrivé à Montluçon, je suis dans le district de l'Allier, là. Jamais été invité par le district, ni par les CTR. Mais je t'ai dit, c'est de ma faute, j'ai dû casser les couilles à beaucoup de gens, donc les mecs, ils avaient plus envie de me voir, quoi. Ouais. Non, mais bon, moi, j'accuse personne, quoi. Bah, c'est Je peut-être ça veux ton dire, héritage. c'est peut-être ça, ouais, c'est peut-être. Non, mais parce que j'ai pas fait des ronds de jambes, quoi. J'ai pas Ouais, fait des d'accord. ronds de jambes. OK, c'est ton intégrité alors. À un moment donné, j'ai dit, j'ai pas actionné le réseau. C'est vrai, il faut téléphoner à machin pour lui dire bonjour, quoi, cirer les pompes. Je sais pas faire. Donc, oui, mais après, forcément, il y a les retombées, mais bon, je me plains pas. La seule chose, c'est que je peux me dire, bon, mais peut-être que c'est complètement idiot, qu'il faut faire des concessions, faut avaler des couleuvres, voilà. Mais non, j'ai pas ciré les pompes et puis je pensais justement par rapport à ce que vous dites, que uniquement par rapport à ce que j'avais fait, que j'avais en tant qu'entraîneur des sélections, en tant que formateur, en tant que créateur du certificat de formateur, que ça allait m'aider. Mais non, mais c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Le faire savoir, c'est mieux que le savoir-faire, hein. De nos jours, c'est certain. Alors, 2 dernières questions parce qu'on a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de ton temps. La première, c'est est-ce qu'on a déjà essayé de te corrompre lors d'un match ou d'une saison? Ouais, une fois, mais pas pas alors ça va vous surprendre, pas pour perdre, c'était Ouais, pour gagner. d'accord. Et c'était une année où on allait jouer le dernier match à Nîmes. Je sais plus quel club. J'étais capitaine à Lyon à l'époque. C'était le Ouais, dernier match. Il fallait qu'on fasse un résultat pour pas que c'était une équipe dans le Nord, je sais plus qui. Enfin, peu importe. ouais. Et le capitaine adverse, il m'appelle, il dit: «Jean-François», il dit: «On vous appelle parce que si vous faites un résultat là-bas, on doublera les primes» ou un truc comme ça. Oh, c'était pas, mais enfin, bon, je suis rentré dans le vestiaire, je dis aux gars: «On vient de m'appeler, si on fait un résultat là-bas, les gars vont nous donner prime». Ils ont tourné Ah, les talons. d'accord, donc Putain, l'équipe adverse c'était allait payer c'était votre prime aller de match. aller jouer à Nîmes le dernier match parce qu'ils avaient besoin de points. À l'époque, c'était pas les Costières, hein. Ouais, Il y avait la butte là, c'était chaud, hein. Mais très franchement, voilà,
La seule fois où on m'a proposé ça, c'était même pas pour tricher, c'était pour être Ouais, sûr qu'on allait pour vous inciter à gagner. pour Ouais. se battre, quoi, pour pas laisser aller le match, quoi. C'est la seule. Sinon, non, moi, à mon époque, enfin, non, j'ai pas connu ça, quoi. Et vous avez perdu d'ailleurs, hein, 3-0. Ah bah oui, je t'ai dit, c'était vite réglé, hein. Ouais. Je crois qu'au bout de 15 minutes, le match était fini, hein. À Nîmes, tu à Nîmes à l'époque, hein. Il te rentrait dans le chou, je vais te dire, c'était allez, le mec, dernier match à Nîmes et tu pars en vacances après. Tu vois, les mecs, ils allaient pas se faire casser une jambe. Ouais, Ben d'accord. voilà, c'est le seul truc, C'est marrant. c'était pas de la corruption, c'était de l'encouragement finalement. D'accord. Et alors, dernière question, sur la finale de Coupe de France 75, quels sont tes souvenirs de ce match? C'est la première saison que je faisais. On a fait la finale de coupe et puis une semaine après, on a joué le match pour pas descendre. Ouais. Écoute, j'ai un vague souvenir parce qu'en fait, j'ai pris un bon coup de tête. Boubacar, il m'a mis à retardement un bon coup de tête, sur la pommette. Donc, je suis rentré déjà à la mi-temps, j'avais comme un pamplemousse et trucs comme ça. Donc j'étais un peu dans le vague. Mais c'était de la faute de ce comte Domenech, hein. Toute la semaine, il avait allumé dans les journaux. Boubacar, il est arrivé, il m'a pas raté, hein. Ah, c'est vrai, il avait allumé pendant la semaine. Ouais, Raymond l'avait allumé comme il sait le faire dans la presse. Les autres, tu parles, bah, il arrivait vraiment. Bon, Booba, moi, après, je le connaissais, j'avais des bonnes relations, mais là, c'est sûr, il est arrivé en retard. Quand moi, j'étais en pleine extension, il est arrivé sur le côté, moi, je l'ai pas vu arriver, en fait, hein. J'ai senti le coup de tête. Puis bon, la deuxième mi-temps, je me souviens, j'ai repris en sautant un peu un coup de coude avec Yazald. Bon, mais je sais pas si c'était volontaire ou pas, mais j'ai repris un coup sur la pommette. La seule chose que je sais, c'est que tout de suite après le match, on m'a emmené à l'hôpital, quoi, pour faire des examens. Bon, ça a duré un certain temps, puis après j'ai quand même rejoint les potes au Lido, quoi. Donc, mais Ah oui, quand même. j'avais une photo, c'était pas beau, hein, j'avais comme un, mais j'ai toujours des séquelles parce que en dessous l'œil, ça me tire un peu, toi, pas beaucoup, Ah, mais tu encore des il y a un peu séquelles, sur l'œil. Ah ouais, 50 ans ouais. plus tard? Waouh! Il y avait pas, j'avais pas eu de fracture, mais j'étais marqué, hein, j'avais pris un bon coup de tête, hein, donc la finale, en fait, bah, je l'ai vécu dans le brouillard un petit peu, quoi. Mais j'étais resté quand même sur le terrain parce que bon, c'était supportable, quoi. Mais par contre, visuellement, c'était pas super, quoi. Bon, je peux pas dire que j'ai fait des touches au Lido, hein. J'étais pas, Ouais. sauf si les mecs m'avaient présenté comme Carlos Monzon. Ouais, effectivement, ouais. Non, Heu, c'est un épisode, mais encore, ouais, ce match-là, j'avais un match que j'ai envie de refaire et de gagner, c'est ce match, quoi. Ce match, parce que c'est tellement bien de faire une finale de coupe, ce qui précède la finale, l'environnement, l'engouement, parce que la France, c'est important de gagner la Coupe bah, de il y avait pas France. beaucoup de matchs, à la télé, à cette époque-là et la finale de Coupe de France en faisait partie. Donc effectivement, comme tu le disais, il y avait un véritable engouement, même national au-delà des villes qui participaient à la finale. Ouais, puis il y a le cérémonial, quoi, tu vois? Bon, à l'époque, président de la République, il se planquait pas dans la tribune, il allait pas serrer les paluches, dans le couloir pour pas se faire siffler par le public, quoi, tu Ouais, vois? ouais. Tu étais sur la pelouse, il venait serrer la main, c'était Giscard, je pense, c'était Giscard Ouais, d'Estaing en avec, 60, j'ai une photo en bas, c'est Giscard et bah, moi, bêtement, tu vois, c'est pas grand-chose, mais c'était symbolique, quoi, tu vois, d'être sur le terrain avec le président de la République, te serre la main, ça représentait quelque chose, quoi. Donc voilà. Après, c'est pas parce que j'étais, pro Giscard et trucs comme ça, c'est le symbole. Jouer la finale, il y a toute la préparation, les supporters qui en parlent la semaine et trucs comme ça. Puis Lyon, c'est important la Coupe de France à Lyon. Il l'avait gagné justement, je crois en 72. Ouais, ça devait être 72. 2-3 ans avant, il l'avait gagné. Puis c'est quelque chose qui compte la Coupe. Je m'imagine un peu ce que les gens ont ressenti là, l'élimination à Gerland, le dernier match qu'ils ont fait et qu'ils ont perdu au tir au but. contre Lens, ouais. Très déçu. Bah, écoute, Jean-François, je te remercie vraiment 1000 fois parce que tu as passé beaucoup, beaucoup de temps avec nous. C'est moi qui vous remercie. De toute façon, je peux pas retourner sur le terrain, j'ai trop mal au dos. Donc, mais maintenant,
les entraîneurs, moi ça, toi, c'est le truc qui me choque. Il y a un truc qui me choque. Je suis retombé dans le football amateur là et je vois Montluçon par exemple qui joue en R1. Attends, ils sont au moins 4 autour de l'équipe. Mais non, mais je me dis attends, ils se Waouh. prennent chacun à sa place quoi. Ils se prennent pourquoi toi? C'est bon, tant mieux pour les gars, pour eux. Mais franchement, je trouve que c'est démesuré quoi. Ils copient tout ce qui se fait au-dessus, même au niveau tactique, ils se copient. Ils ont un bon ailier gauche, ils jouent pas ailier gauche, ils jouent faux pied, ils mettent à droite. Tu vois, ça c'est. Mais je trouve que quelque part, dans le football amateur, c'est un peu démesuré au niveau de ce qu'ils proposent. Après, tant mieux peut-être pour les joueurs et les trucs comme ça. S'ils ont de l'argent pour le faire, tant mieux. Mais si j'étais président, à ce niveau-là, le mec qui serait entraîneur, il serait entraîneur tout seul, hein, comme l'était mon entraîneur quand j'ai commencé en 60 au niveau professionnel, quoi. Ouais, et surtout qu'il était aussi kiné, et gonfleur de ballon et intendant apparemment. Non, mais je trouve que la société actuelle, par exemple, c'est ce qui me déplaît un petit peu. On se sert des réseaux sociaux. Je vois, par exemple, là, il y a un jeune joueur de 8 ans, 9 ans qui arrive d'une petite ville, d'un petit club, il arrive, on le met en photo et trucs comme ça. Comme si le mec, il était joueur professionnel et un transfert, tu vois? Ouais, bien sûr. Moi, le club, là, il donne même les résultats de l'équipe qui est au niveau départemental, le 3, le 4. Alors, comme ça, quand l'équipe première a perdu, ça fait passer la pilule, si tu veux. Mais on veut faire croire à tout le monde que tout le monde est au même niveau et capable de faire les mêmes choses. Ça, je regrette un petit peu. Bon, moi, quand j'ai commencé, par exemple, les Anglais, les jeunes, ils étaient dans un autre vestiaire, ils ciraient les pompes des anciens et trucs. Je veux pas retourner là, mais je trouve que quelque part, on a enlevé tout ce qui était les valeurs, quoi, et dans tous les domaines, hein. Et ils se plaignent à l'école de pas arriver. Bah oui, ils se plaignent. Écoute, mon gars, hein, si tu veux, moi j'allais en blouse, hein, comme ça le copain d'à côté, il était pas habillé en Louis Vuitton ou des trucs comme ça, tu vois? On a fait des choses, ils font parler tout le monde. C'est le foot, je leur ai dit l'autre jour. Maintenant, les parents, ils viennent, ils critiquent les éducateurs, ce que fait l'éducateur, ce que fait le. Donc c'est pour ça que j'ai quitté le club, parce que la dame qui était venue me demander des explications, j'ai dit écoutez, vous allez faire comme ma maman, vous allez attendre votre gosse à 10 mètres derrière à la porte du stade, et vous n'êtes pas là à la porte des vestiaires pour voir si l'éducateur il se douche ou il prend bien pas soin des Ouais. trucs. Bon, moi j'ai exagéré parce que des fois volontairement je caricature comme ça, mais je trouve que c'est difficile quoi. Franchement c'est difficile de travailler maintenant dans le milieu associatif et trucs comme ça. Les gens sont devenus très très exigeants. Et surtout, il faut pas leur dire qu'ils sont pas aptes ou qu'ils sont pas bons quoi. Les gens ont le cuir moins épais. Voilà. Ouais, mais tu sais, je l'ai vu, ça a commencé dans les diplômes de foot. Moi, quand j'ai commencé dans les diplômes, il y avait des notes éliminatoires. Ouais. Ben, 1 an après, on a supprimé les notes éliminatoires. Pourquoi? Uniquement parce que faut laisser personne sur le bord de la route. Faut faire croire à tout le monde que tout le monde est apte, que tout le monde est capable. Mais c'est pas comme ça, hein. La vie, c'est pas comme ça, hein. Mais moi, je suis au bout, presque. En tout cas, merci Jean-François, c'était vraiment top. Non, ben, c'est moi qui vous remercie de m'avoir contacté. Ça m'a fait plaisir. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu qu'on aborde, dont on n'a pas parlé? Non, non, franchement non. Je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses. Je suis même peut-être passé d'un sujet à l'autre, un peu trop vite. Non, c'est pas grave. J'ai sauté les trucs, mais non, je pense qu'on a parlé de l'essentiel, des trucs comme ça, tu vois? Ah bah, en tout cas, c'était très chouette pour nous. Merci beaucoup et j'espère que tu as passé un beau moment en notre Ah bah, compagnie. oui. Bah, tu sais, je fais rien par contrainte, faut le Ouais. savoir. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a pas beaucoup de gens autour de moi, parce que les gens ils aiment bien quand on. Donc si je suis resté aussi longtemps avec vous, c'est que c'était agréable. Super. Bah, écoute, ça nous fait plaisir, ça nous va droit au cœur. Merci Jean-François, je te tiens au courant et puis je te souhaite une très bonne fin de Eh journée. ben, bonne continuation à Merci, vous et puis à votre émission. merci beaucoup. À très Allez, bientôt. salut, Au revoir. au revoir. C'est la fin de cette deuxième partie avec Jean-François Jodard. On espère que vous avez passé un excellent moment en sa et en notre compagnie.
On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Le podcast des légendes est une production du podcast du sport LLC, produit par Michel Wertenschlag et animé par Michel Wertenschlag et Guillaume Bonamy. La musique du générique, c'est les Tartan Rascals avec Looking at You. Si ce podcast vous plaît, ce qu'on espère très sincèrement, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous. C'est le moyen le plus efficace pour continuer à aider le podcast des légendes à grandir et pour que nous puissions continuer à vous proposer du contenu de très grande qualité. N'hésitez pas aussi à laisser une évaluation 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ou même sur notre site web. La plus belle d'entre elles sera lue à l'antenne par l'un d'entre nous dans un prochain épisode. Alors si vous voulez entendre votre message diffusé sur le podcast, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube et bien entendu sur notre site web www.lepodcastdeslégendes.com où vous pouvez retrouver tous nos épisodes, une centaine, ainsi que des articles dont ceux de Johan Sonek. Vous pouvez aussi vous inscrire sur notre newsletter qui vous donnera en avant-première le nom de nos futurs invités, ou vous pouvez aussi aller sur notre Substack, on vient de le lancer, l'adresse est substack.lepodcastdeslégendes.com ou aller sur notre site web où vous aurez un lien direct pour y aller. Si vous voulez des scoops, des articles un peu fouillés, eh bien inscrivez-vous sur la newsletter ou sur le Substack ou allez directement sur notre site web, vous verrez, c'est très facile de s'inscrire. Merci à toutes et à tous de votre fidélité au podcast des légendes. On se retrouve la semaine prochaine.